Merci et bienvenue à ceux qui nous rejoindraient maintenant à la troisième table ronde. Un plan d'1 milliard d'euros pour construire des SMR mini-centrales. L'objectif de 30 réacteurs en 2050. Dans cette troisième table ronde, on va relever nos manches et on va mettre un peu nos mains dans le cambouis pour voir comment on fait pour bâtir cette filière dont on aurait besoin, à la fois en termes économiques et industriels. Un enjeu de souveraineté. On a parfois l'impression aujourd'hui, notamment en cette période électorale, que c'est presque plus important que le sujet majeur de l'an dernier, qui était une souveraineté nationale en matière de pharmacie, de principes actifs. Une arme aussi peut-être en matière de guerre économique demain. Donc pour parler de ces 4 sujets, je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Bernard Accoyer. Faut-il encore vous présenter dans cette maison ? Vous avez été donc président de l'Assemblée nationale, député de la première circonscription de la Haute-Savoie pendant plus de 20 ans, donc également élu local, maire d'Annecy-le-Vieux, et vous êtes aujourd'hui le président de PNC France, une association qui lutte contre le dérèglement climatique et qui se bat pour la nécessité d'avoir justement cette filière nucléaire en France. Fabien Bouglet, vous êtes auteur, entrepreneur et je dirais lanceur d'alerte puisque le terme est à la mode. Vous dénoncez tout ce que vous appelez les contre-vérités proférées aujourd'hui à l'encontre du nucléaire civil, à la fois en termes écologiques et économiques. Vous venez de sortir un livre, Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Et vous avez également été auditionné récemment, je crois, par la commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables. Valérie Faudon, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Vous êtes enseignante à Sciences Po dans le cadre de la Public School of International Affairs. Vous avez été, et c'est intéressant aussi, directrice marketing d'Areva pendant quelques années. Et enfin, Louis Gallois, je ne sais même plus s'il faut vous présenter, SNCF, PSA, EADS, Aérospatiale, commissaire général à l'investissement, coprésident de Fabrique de l'Industrie. C'est peu dire que vous connaissez l'industrie depuis, je ne vais pas compter les années, et qu'aujourd'hui vous êtes coprésident de PNC, du conseil d'orientation de PNC France. Et je pense que c'est avec vous tout à l'heure qu'on verra vraiment la fiche pratique pour bâtir cette filière. On a poursuivi les débats autour des éoliennes et on va commencer avec vous, Fabien Bouglet. Vous allez nous expliquer à quel point le nucléaire est plus efficient que les éoliennes, donc je le disais tout à l'heure, à la fois en termes écologiques et surtout en termes économiques. Merci beaucoup, vous m'entendez bien. Tout d'abord, merci de votre présence aujourd'hui. Et tout d'abord, je voudrais vous transmettre un vent d'optimisme. Parce que il y a quelques années, ce qui m'a amené aujourd'hui à être présent, c'est mon combat sur l'éolien qui m'a amené à travailler sur le nucléaire et ces 2 ouvrages à la fois successifs sur l'éolien et le nucléaire. Et à l'époque, dans l'Orne, lorsqu'on faisait des réunions, on était 30 dans une salle obscure et on se sentait bien seul. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, grâce à Xavier Moreno et à son équipe, qui je rends hommage, eh bien aujourd'hui, c'est dans le lieu de la représentation nationale que ce combat de l'éolien et du mix nucléaire français est remis au goût du jour. Et aujourd'hui, merci à Xavier de nous avoir permis cette opportunité-là. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur la suite des événements. Donc, tout d'abord, je pense que, et c'est ce que la rédaction de mon livre sur le nucléaire, je précise que mes 2 livres sont documentés, sourcés avec 500 sources. Ce qui m'a apparu fondamental dans la rédaction de mon livre sur le nucléaire, c'est à la fois le poids de l'histoire. Je voudrais revenir un peu sur le poids de l'histoire, parce que notre pays a fait ce choix grâce au général de Gaulle, qui a d'abord créé le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, juste après la guerre. C'était vraiment dans cette idée de résistance par rapport à l'Allemagne. Et puis ensuite, l'Europe s'est créée avec le traité de Rome en 1957, associé au traité de l'Euratom, à la communauté européenne de l'énergie atomique. Et ensuite, nous avons eu, à cause de l'explosion du prix du pétrole, 4 fois le prix habituel, le plan Messmer, qui est lancé par Pompidou, puis développé par Valéry Giscard d'Estaing, avec le concours de son ministre Robert Galet, dont nous avons d'ailleurs la petite fille ce soir parmi nous,
et qui a justement permis ce déploiement de 58 réacteurs nucléaires et qui avait deux vocations corrélatives. La première, assurer la souveraineté et l'indépendance énergétique de notre pays et en même temps assurer un confort électrique pour tous à un prix modéré. On le voit, jamais la question de l'électricité n'a associé l'enjeu géopolitique avec l'enjeu démocratique et populaire. Je pense que ça, c'est fondamental. Et donc, moi, après toutes ces études sur l'éolien et le nucléaire, dont je n'étais pas amené à titre professionnel à m'intéresser, je crois que ma conclusion est simple. Nous devons reconquérir, à procéder à la reconquête du nucléaire en France. Nous devons relancer un plan Messmer 2. Je suis intimement persuadé, et j'adhère totalement au plan annoncé par le CEREME, qui vaut l'annulation d'installations d'énergie renouvelable intermittentes et le déploiement de plusieurs dizaines de centrales nucléaires, à la fois pour développer une énergie décarbonée dans notre pays, mais aussi assurer la réindustrialisation de notre pays. Vous avez sorti la calculette ? Alors, le président Macron a plutôt opéré une volte-face intéressante. Et là, on ne peut que louer sa position. Par contre, quelques SMR d'1 milliard d'euros, quelques EPR, si j'ai bien compris, et surtout un en même temps où on mixe nucléaire et éolienne. Et c'est là où je voulais en venir. C'est là où je pense que c'est une erreur politique. Et je vais expliquer pourquoi c'est une erreur politique pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'éolien ne peut pas remplacer, en termes d'artificialisation des sols en particulier, l'éolien ne peut pas remplacer le nucléaire. Alors j'ai fait un petit calcul que vous retrouvez dans le livre que vous avez reçu sur la centrale de Bugey. La centrale de Bugey, c'est une centrale nucléaire qui est à 20 km de Lyon et qui fait 3600 MW installés. Cette centrale a 4 réacteurs de 900 MW avec 4 tours réfrigérantes de 120 mètres de haut et elle est installée sur 1 km². Cette centrale produit en moyenne 20 000 gigawattheures par an. Alors je me suis dit, je vais essayer de trouver le nombre de centrales éoliennes en mer qu'il faut pour compenser la puissance installée de cette centrale nucléaire. Résultat, je pensais qu'il en fallait 2, mais en fait, il faut les 7 centrales éoliennes en mer au large des côtes françaises, c'est-à-dire celle de Dunkerque jusqu'à Noirmoutier, pour compenser la puissance installée. C'est-à-dire qu'on est à 3600 mégawatts environ, 3600 mégawatts avec 450 éoliennes de 200 mètres à 300 mètres de haut, installées sur 500 km². Le résultat, c'est qu'avec le facteur de charge, donc je rappelle ce que c'est que le facteur de charge, c'est le pourcentage entre la production d'une unité de production électrique par rapport à sa capacité maximale de production. Je prends les chiffres de la filière éolienne Wind Europe, 38% en 2020. Si on prend ça, les 7 centrales éoliennes en mer au large des côtes françaises produiront 11 500 gigawattheures, c'est-à-dire un peu plus que la moitié de la centrale de Bugey. Si on fait ce calcul à rebours, pour compenser la centrale de Bugey, il faudrait 900 éoliennes sur 1000 mètres carrés, 1000 km carrés, et il faudrait 14 centrales éoliennes à la place des 7 actuellement. C'est vous dire à quel point l'éolien est inefficient pour remplacer ou pour compenser le nucléaire. Pire, autre chiffre édifiant, j'ai cherché la production de la centrale de Fessenheim. Eh bien, centrale de Fessenheim, 1800 mégawatts, c'est-à-dire 2 fois moins que les centrales éoliennes prévues au large des côtes françaises, production 12 000 gigawattheures. Il suffit de réactiver la centrale de Fessenheim pour environ 300 millions d'euros pour compenser les 7 centrales éoliennes en mer qui coûtent 30 milliards d'euros de subventions à la collectivité. C'est le premier point. Le deuxième point, je suis peut-être un peu long ? Un petit peu. Excusez-moi. Le deuxième point... C'est pour vos camarades. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier, et ça Newsweek l'a rappelé, que la France, s'il continue à dépendre de l'éolien en complément du nucléaire ou en remplacement, et même en complément, devra faire un mix nucléaire
éolienne, gaz, et que nous serons dépendants de la Russie via l'Allemagne. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est une erreur majeure de continuer l'éolien parce qu'on sera obligé de développer le gaz. Et Newsweek, dans un article récent, a expliqué que c'est bien le déploiement des éoliennes en Europe qui a contraint l'Allemagne à acheter du gaz en quantité, et le choc gazier que nous connaissons est dû à cette situation. Enfin, troisième point, je voudrais quand même rappeler, selon les chiffres de la filière éolienne, que le coût de 1 MW installé pour les éoliennes, selon France Énergie Éolienne, est 1,4 million d'euros. Et le coût du nucléaire passé est 1,3 million d'euros en valeur réactualisée, selon le rapport de la Cour des comptes. Sauf qu'en vertu de l'intermittence, pour 1 MW nucléaire installé, il faut 3 MW éoliens. Donc ça fait 4 millions d'euros. Mais comme une éolienne, ça ne fonctionne que 20 ans, pour la même quantité de mégawatts, il faut multiplier par 3 puisque l'éolienne dure 20 ans. Donc on est à 12 millions d'euros par mégawatt installé, alors que l'éolien est à le nucléaire, pardonnez-moi, est à 1,3, enfin le nucléaire historique, 1,3 million d'euros. J'en finirai juste là pour dire que le nucléaire doit être relancé en France, que nous devons procéder à une reconquête de ce nucléaire, à la fois pour notre industrie électrique, à la fois pour nos industries, et que les esprits chagrins qui pensent qu'on ne peut pas relancer le nucléaire parce qu'on n'aurait pas les compétences, je prendrai ce mot qu'on attribue au général de Gaulle, l'intendance suivra. Merci de votre attention. Merci Fabien. Bernard Accoyer, devant ces chiffres et ce volontarisme non fin, c'est la nouvelle urgence nationale, le nucléaire ? D'abord, merci à Xavier Moreno de nous avoir réunis. Certainement que ce temps comptera dans l'avenir énergétique de notre pays. Et merci aussi de me permettre de retrouver ici quelques visages amis et des murs que j'ai bien connus. L'énergie nucléaire, c'est une condition de notre souveraineté. C'est, je crois, un point essentiel qu'il faut toujours rappeler. Cela vient d'être dit, c'est l'histoire de la France. L'histoire du nucléaire et de la France, elle est unique, elle mérite d'être au cœur de ce que nous voulons faire pour l'avenir. Le nucléaire, c'est également un enjeu stratégique pour le climat, pour notre indépendance, pour notre économie, pour le niveau de vie des Français. Et relancer le nucléaire, puisque c'est le thème de notre table ronde, nécessite de comprendre comment la France, qui était pendant longtemps un pays exemplaire pour son électricité, l'est de moins en moins. Et c'est ainsi que, pour ce qui me concerne, quelques semaines après la fermeture du deuxième réacteur de Fessenheim, j'ai été approché par des gens du CEA, par des amis de la filière nucléaire, et avec beaucoup d'amis qui sont présents, pour certains dans cette salle, et je les remercie, nous avons créé PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. Cela résume l'objet et ce qui nous anime pour cette association qui a vocation à devenir une ONG au titre de la défense du climat. Je voudrais rappeler que Louis Gallois a accepté à ma demande d'être pour PNC le président de notre conseil d'orientation. Et ici, publiquement, je le remercie. Alors, notre constat, il a été simple, parce que si l'on veut aller dans une direction pour apporter un changement direct d'orientation, il faut comprendre ce qui s'est passé. Notre constat, il est simple, la France a changé de politique énergétique depuis la fin des années 90. Sous l'effet d'une pression idéologique antinucléaire qui a débordé, dépassé, qui s'est imposée par rapport aux données scientifiques et objectives. Rappelons-nous, 97, la fermeture de Superphénix, le réacteur à neutrons rapides, la France avait 20 ans d'avance. Et le début de subventions extrêmement généreuses pour les énergies renouvelables. En 2007, c'est le transfert de l'énergie au ministère de l'Environnement, alors qu'il était précédemment à l'industrie. C'est la suite du pacte écologique de Nicolas Hulot qui a été signé par tous les candidats, qui va conduire au Grenelle de l'environnement et à arroser les énergies nucléaires de subventions encore plus généreuses. Excusez-moi, hélas, c'est un lapsus révélateur de ce dont je rêve. Vous en êtes déjà au souhait. Oui. Une minute encore. C'est également, vous avez raison, c'est la campagne. Sur le plan européen, des renoncements. La France ne défend pas son nucléaire, son avantage, ses avancées en matière d'émissions, et elle accepte de suivre d'une certaine façon la politique allemande en la matière.
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont dû personnellement se mobiliser contre le ministère de l'Environnement pour sauver le PR de Flamanville. C'est un petit point d'histoire qu'il convenait de rappeler. À partir de 2012, les choses s'emballent. De changements qui n'étaient pas très officiels en matière de politique énergétique, on en arrive à une étape qui est officielle. C'est François Hollande qui annonce la fermeture de Fessenheim. C'est la loi de 2015 avec les 50% de nucléaire dès 2025 et la fermeture d'un nombre important de réacteurs qui sont tout à fait en ordre de marche. Et c'est la fameuse PPE dont on a parlé, qui est tout à fait utopique, sans fondement scientifique. Alors dans cette maison même, avec la réforme de 2008, nous avions exigé des études d'impact pour étayer tous les textes législatifs. D'ailleurs, la PPE relève de la loi, ce n'est pas évident du tout. Les grandes orientations, oui, mais le détail, comme cela a d'ailleurs été dit, ne relève pas de la loi. Cette politique est un échec, on l'a vu, c'est un échec sur la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre, sur la maîtrise de la consommation d'énergie, sur les coûts faramineux pour l'État et pour les investisseurs. On parle de 200 milliards d'euros, tout ça pour un résultat nul. Mais c'est aussi dangereux pour l'avenir, puisqu'on entend RTE, depuis l'année dernière, nous mettre en garde contre des effacements. Et sans prononcer le nom, on sait que nous sommes exposés à un blackout, puisque avec la fermeture de capacités de production pilotable qui, depuis 10 ans, dépasse les 12 000 mégawatts, avec ce qui se passe chez les Allemands, ce qui va se passer chez les Belges, on voit bien que nous rentrons dans une impasse dangereuse. Alors, relancer le nucléaire. Mais relancer le nucléaire, c'est une décision politique. C'est une décision politique qui doit s'inscrire de façon forte et dans le temps long, parce que ce ne sont pas des scénarios décrits et démultipliés à l'infini qui font une politique. Il faut savoir où on veut. C'est la responsabilité, c'est l'honneur des responsables politiques de donner le cap, de le fixer, et ensuite cela se décline. C'est aussi rendre à la science sa place dans le parcours de la décision publique, et dans bien des domaines, on le voit, elle a perdu cette place. Cela se décline, cette relance, à différents niveaux. Au niveau de l'État, tout à l'heure, Louis Gallois va nous parler de l'industrie. C'est évidemment essentiel, il n'y a pas de réindustrialisation sans la relance du nucléaire. C'est aussi revoir le rôle de certains organismes, certaines entreprises, je pense à RTE, dont les nominations de présidents qui sont des nominations sur des critères politiques, et j'assume et je redis en public cela, pour ce qui concerne les 2 derniers présidents, a contribué à aggraver la situation, celui qui préside actuellement ayant tenu la main du précédent quand il écrivait la lettre de 2015. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est évident, évidemment, dans nos assemblées, et j'ai essayé de le faire, je n'y suis pas parvenu, mais installer une commission permanente, mon cher ami Gilles Carrez, commission permanente dont le sujet serait la science, la recherche et l'innovation. Il y a une commission de l'environnement qui voit les textes sur l'énergie et il n'y a pas une commission sur les sciences et l'innovation qui en apprécie le contenu. C'est évidemment arrêter de faire des lois qui sont en réalité des déclamations sur des objectifs fortement teintés d'idéologie. Au niveau européen, bien entendu, c'est défendre, et la France l'a fait tardivement, il faut le savoir, mais elle le fait maintenant, l'exclusion du nucléaire dans la taxonomie, sans condition, évidemment que le transitoire serait une défaite, réformer le marché de l'électricité, qui est un échec, et puis faire du nucléaire un service économique d'intérêt général. Les collectivités locales, d'ores et déjà, un grand nombre d'entre elles sont favorables à la relance du nucléaire. Je pense à celles qui accueillent des installations nucléaires de base, qui sont prêtes. Elles se sont portées candidates à l'accueil de nouveaux EPR. Quant à l'opinion publique, eh bien l'opinion publique, il y a un effort considérable à faire du côté de l'éducation et de l'information afin qu'elle soit simplement objective et équilibrée. Nous avons interpellé le CSA pour ça, qui a répondu positivement, et je dois dire que nos interventions sont suivies parfois des faits. Et évidemment, tout cela avec comme priorité sur le plan de l'éducation et de l'information, le climat, l'énergie et l'énergie décarbonée. Oui, je crois que la relance du nucléaire, non seulement est indispensable pour l'avenir de la France, mais c'est l'intérêt général de la France, de l'Europe, et je le dis plus largement du climat. Bernard Accoyer,
Il y a un point que vous soulevez qui me semble très intéressant, qu'on a évoqué dès la première table ronde et qui va me permettre de faire la transition avec Valérie Faudon, c'est l'acceptabilité du nucléaire par l'opinion publique. Alors Valérie, est-ce que la population française est prête pour le nucléaire? Et je pense que c'est une question encore plus intéressante en période électorale, préélectorale. On le voit, on l'évoquait aussi, les candidats, il y a de moins en moins de candidats anti-nuke sur l'échiquier politique. Alors, tout à fait. Alors, c'est de l'opportunisme. Je vais parler un petit peu des dernières informations qu'on a sur l'opinion publique, puisqu'il y a des sondages d'EDF qui sont faits très régulièrement et que donc on peut avoir accès à ces données. Mais oui, donc je vais parler des... Vous m'entendez? Oui. Je vais parler des dernières informations qu'on a sur l'opinion publique, mais je voulais vous dire que ce n'est pas uniquement au niveau français. Au niveau international aussi, enfin, on a vécu la COP26 il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, à Glasgow, et ça a été une COP, enfin moi je les ai faites toutes depuis 2015, j'avais jamais vu ça, hein. On était toujours nous cachés dans un placard, on est membre d'un collectif qui s'appelle Nuclear for Climate, et là vraiment le nucléaire était dans la discussion, il y a même eu un événement sur le stand France. Voilà, vous avez fait votre coming out. Le ministre Le Drian, voilà, etc., le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, de l'AIEA. Et ce que disait justement donc Fatih Birol, il disait « The wind is changing for nuclear », donc c'est vraiment une bonne nouvelle, pour deux raisons principalement. La première, c'est la sécurité d'approvisionnement. On est en pleine crise du gaz. On voit aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui ont eu des blackouts, et ce n'est pas n'importe quel pays, hein. On parle de la Californie, on parle du Texas, on voit des problèmes en Suède, on voit des problèmes au Japon. On voit le modèle allemand. On voit que la Belgique et l'Allemagne, au lieu d'aller vers le 100% renouvelable, vont vers le gaz, et maintenant c'est le nouveau Premier ministre a dit justement qu'il fallait construire des centrales à gaz en Allemagne. Donc il y a vraiment un sujet sécurité d'approvisionnement qui vraiment existe maintenant au niveau mondial. Et le deuxième sujet qui a été relancé évidemment à la COP, c'est celui du climat, de la volonté d'aller plus vite, et le nucléaire fait partie évidemment du portefeuille climat. Donc pour moi, je disais par rapport à ce que Bernard disait en tant que scénarios ne font pas des politiques, nous, enfin, sont des objets d'études, ce sont des objets d'études très imparfaits, puisque de toute façon les données qu'on rentre dessus, personne ne sait le coût d'une énergie en 2050 aujourd'hui, personne ne sait ce que sera la demande de 2050, mais à chaque fois qu'on fait s'il est de bonne qualité, on apprend quelque chose quand on lit les résultats d'un scénario sur des relations de cause à effet, sur des dates limites auxquelles il faut prendre des décisions, voilà, des tas de choses intéressantes. Donc je dirais pour moi, la discussion, le débat politique aujourd'hui sur notre avenir énergétique, il doit être sur ce sujet de la sécurité d'approvisionnement, de la décarbonation. Il y a un troisième sujet qui est la réindustrialisation, parce qu'il n'y a pas de réindustrialisation sans nucléaire. Moi, j'avais en ligne hier l'Uniden, enfin les gros acheteurs d'électricité qui vivent actuellement un moment vraiment terrible, enfin, faut le dire, hein. Et qui disait mais enfin nous on va pas se réélectrifier si c'est comme ça, on va pas électrifier nos processus industriels si c'est comme ça. Actuellement les signaux qu'on a, c'est que c'est risqué pour nous, c'est un risque énorme de prendre le risque de se réélectrifier. Donc il y a besoin de beaucoup d'électricité, il y a besoin de beaucoup d'électricité à des prix prédictibles, hein, ils n'ont pas accès actuellement à ça. Et c'est nécessaire à la fois pour décarboner l'industrie, mais aussi pour la relocaliser. Et c'est un vrai avantage qu'on a, cette électricité, puisque moi, un exemple que j'aime vraiment beaucoup, c'est France Aluminium qui me l'a donné, c'est qu'une tonne d'aluminium produit à Dunkerque, c'est 2 tonnes de CO2, et une tonne d'aluminium produite en Chine, c'est 15 tonnes de CO2. Donc c'est un véritable avantage compétitif qu'on a aujourd'hui. Je cite l'aluminium parce que Jean-Luc Mélenchon parle souvent d'aluminium dans ses discours, donc c'est pour ça que je le cite. Voilà, donc avant de parler de l'opinion publique, je voudrais juste aussi dire un mot sur les scénarios RTE, aussi sur l'ambition, parce que c'est un sujet sur lequel nous, la SFEN, on a été critiqués. Donc avant que ça vienne en question, je vais anticiper cette question. Donc les scénarios RTE, ils sont très intéressants. Enfin, moi j'ai beaucoup appris dans le process. Ça a été 2 ans de travail avec toutes les filières et les ONG. Donc ça a été un travail extraordinaire qu'ils ont fait, l'équipe de RTE, il faut le dire. Ils étaient 40 à travailler dessus. Et ils ont fait aussi un travail pédagogique considérable. Vraiment, il est accessible, ce rapport. Hein, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire. Il y a vraiment 2 rapports accessibles. C'est celui-là et celui de Jean-Martin Fols, qui est aussi extrêmement écrit sur le chantier de Flamanville. Donc, sur les 2 points qui, je trouve, sont
vraiment nous aide énormément au niveau du débat public sur l'énergie, c'est d'abord de séparer vraiment, de bien expliquer que pour diminuer la consommation d'énergie, il faut augmenter la consommation d'électricité. Alors, ça paraît évident à beaucoup d'entre vous, mais vous savez que souvent le débat public mélange allègrement énergie et électricité, et que c'est un peu contre-intuitif de dire on va diminuer la consommation d'énergie, on va augmenter la consommation d'électricité. Donc le rapport fait extrêmement bien l'exercice, et je peux vous dire que c'est vraiment au cœur du débat. Moi, je fais beaucoup de débats, en particulier avec des antinucléaires, et c'est souvent le cœur du débat. Voilà. On va avoir besoin de beaucoup d'électricité. C'est dans le rapport d'RTE, c'est dans le rapport du GIEC, c'est dans le rapport de l'AIE. Pour atteindre nos objectifs de décarbonation, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité bas carbone, bien entendu. La deuxième chose que fait extrêmement bien ce rapport, c'est d'expliquer les coûts systèmes. Alors les coûts systèmes, jusqu'à présent, c'était un truc de spécialiste. Il n'y avait qu'un rapport qu'il avait vraiment étudié, c'était l'OCDE-NEA, et je vous promets, ce rapport, lui, il est vraiment difficile à lire. Il datait de 2012, il avait été rénové en 2015, mais il était quand même peu accessible. Et donc, ils expliquent bien. Alors, il y a beaucoup de débats sur le coût du nucléaire augmente, le coût des renouvelables diminue. En général, on vous cite Flamanville et puis un champ solaire aux Émirats arabes unis, quand on vous compare les coûts. Mais toujours est-il que... il y a un sujet, c'est un sujet, et que, alors évidemment, le nucléaire peut diminuer ses coûts. En fait, il faudrait comparer Flamanville au parc de Saint-Brieuc. Flamanville est toujours moins cher que le parc de Saint-Brieuc, donc on est en tête de série, donc c'est normal, on peut s'améliorer, et on va parler de l'ambition évidemment. Mais le point qui est vraiment important, c'est qu'il ne produit pas les mêmes services, et ça, le rapport RTE l'explique bien. Vous avez un magnifique graphique qui montre en gros que le coût de production, quel que soit le scénario, avec ou sans nucléaire, le coût de production, c'est à peu près équivalent, et ce qui fait la différence, c'est les coûts systèmes, c'est-à-dire les coûts de gestion de flexibilité. Donc vous avez des magnifiques turbines à hydrogène et puis des moyens de flexibilité de la demande. Donc ça coûte extrêmement cher, d'autant plus que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc bon. Et puis les investissements sur le réseau électrique. Et c'est ça vraiment qui fait la différence. Alors le rapport l'explique bien. Pour nous, la SFEN, ce qu'on dit, c'est surtout que c'est extrêmement risqué, qu'on ne peut pas avoir un pays comme la France qui part dans des stratégies hasardeuses avec des technologies qui n'existent pas. Donc, selon RTE, ça coûte 10 milliards d'euros par an de faire avec nucléaire que faire sans nucléaire. Mais le vrai sujet, surtout, c'est le risque que prend la France d'aller vers des stratégies où on n'est pas sûr de pouvoir assurer notre sécurité d'approvisionnement. Et je reviens sur une citation de Jean-Louis Ricot qui dit souvent « c'est le nucléaire ou le gaz » et c'est vraiment assez clair dans les scénarios RTE. Alors, j'attire vos attentions sur deux points importants. Le premier, c'est qu'il y a une variante qui dit si tous les EPR coûtaient le même coût que Flamanville, est-ce que ça marcherait encore ? Oui, en fait. J'ai présenté ça à des ingénieurs EDF qui ont éclaté de rire, évidemment, puis ils ont une pression assez forte sur le fait de diminuer les coûts de l'EPR. Donc, bon. Mais il y a quelque chose de plus important et plus grave, qui est vraiment pour moi l'enjeu des mois qui viennent. C'est si l'EPR est financé à 10% plutôt que d'être financé à 4% en coût du capital. Parce qu'actuellement, dans les rapports RTE, tout le monde est à 4%, et on a beaucoup insisté là-dessus, parce que les économistes mettent les mêmes taux pour toutes les énergies, si on veut vraiment comparer les énergies entre elles et les solutions entre elles. Mais à 10%, il n'y a plus d'avantage économique. Donc vraiment, la question du plan de financement du programme à venir est absolument essentielle, je pense, pour ce programme. Au-delà du coût du programme lui-même, qui, vous le savez, est évalué à 50 milliards, il y a cette question du coût de financement. C'est le mode de financement. Absolument. Alors, je vais répondre à cette question de l'ambition pour dire qu'on ne sait pas aujourd'hui de combien on aura besoin de réacteurs. Évidemment, on pense qu'il y en aura besoin de beaucoup plus que 6 et peut-être plus que ce qu'il y a dans les rapports RTE, bien sûr. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas quels seront les paramètres auxquels on aura à faire face en 2050. Mais une chose est sûre, parce que dans les consultations RTE, plusieurs fois, RTE a demandé à la filière nucléaire, mais vous pouvez construire avec quelle rapidité ? Comment vous pouvez accélérer ? Je pense qu'il faut voir que la filière nucléaire actuellement, ça a été quand même une épreuve très dure. Flamanville, une déception pour tous les membres de la filière. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites. Je renvoie au rapport dont je mentionnais tout à l'heure, FOLS, qui est vraiment excellent. Il y a eu des plans d'action très importants qui ont été mis en place. Vous avez entendu parler du plan Excel.
Mais le point important pour la filière, c'est de démarrer. Donc en fait, la filière, ça lui est un peu égal de savoir s'il faudra en faire 6, 15 ou 20. Ils espèrent bien sûr en faire 20. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est avoir le point de départ. Parce qu'on a beau se préparer, former et tout ça, tant qu'on ne construit pas, on ne développe pas ses compétences et on ne peut pas accélérer. Donc on n'a pas commencé, on ne peut pas accélérer. En gros, il faut marcher avant de savoir courir. Et c'est ça que dit la filière. Ils disent, écoutez, on n'est pas en train de débattre pour ça. On vous dit qu'il en faut au moins 6, parce que 6, ça nous permet d'embaucher, d'investir dans notre outil industriel, de se projeter sur 10 ans, 20 ans, et d'investir. Donc on en veut au moins 6. Mais si vous nous lancez après, bon, on fera des progrès, vous nous ferez confiance, on vous montrera ce qu'on sait faire, et après on pourra accélérer. Donc c'est vraiment là-dessus qu'est le débat aujourd'hui, et je peux comprendre ce que ça peut avoir de frustrant parce qu'on a envie d'en faire plus, mais je pense que c'est vraiment l'état où est la filière. Voilà. Donc je n'ai pas répondu à votre question, mais actuellement le nucléaire remonte beaucoup dans les sondages. Ça date de 2017 en fait, et d'après les analyses, donc ce qui est vraiment compliqué pour le nucléaire, c'est que en fait, l'opinion publique suit beaucoup ce que dit le gouvernement. Ça a toujours été le cas depuis les années 70, et que la période du quinquennat Hollande étant très floue, en fait, c'est ça qui est un petit peu, qui a été un moment de perte de confiance dans la filière. Bizarrement, c'est pas Fukushima. On voit qu'il y a eu une baisse au moment de 2011, mais en 2012, la confiance avait été regagnée. Je pense grâce aux actions de l'ASN, grâce aux actions des industriels. Mais c'est après que ça s'est largement étolié. Et ça remonte parce qu'il y a un discours quand même ambiant, positif sur le nucléaire, en particulier du gouvernement. Et l'autre point qui est vraiment important, c'est que les Français croient qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et quand on leur pose la question du nucléaire par rapport à la production d'électricité, ils sont positifs. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'on va avoir besoin de nucléaire. Ils ne croient plus, enfin ils croient de moins en moins qu'on pourra se passer nucléaire. Donc ils voient un monde où il y a du nucléaire et du renouvelable, parce qu'ils continuent à aimer le renouvelable. Et c'est important de toujours poser la question du nucléaire, non pas dans un système de valeurs. Je vous dis ça, moi, la première fois que j'ai parlé du nucléaire en public, j'ai eu une manifestation, c'était à Sciences Po Lille. Enfin, j'ai eu une manifestation d'anarchistes, c'était très impressionnant. Hein. Il y avait, toute la rue était bloquée, il y avait les policiers, etc. Donc c'était les anarchistes. Donc les anarchistes n'aiment pas le nucléaire. J'ai eu ma deuxième manifestation, c'était des anti-sciences, donc c'était des anti-vaccins qui n'aimaient pas non plus le nucléaire. Aujourd'hui, on a les gens qui sont les décroissants qui n'aiment pas le nucléaire. Ça n'a pas de sens non plus. Vous avez des décroissants pro-nucléaires, je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici, et vous pouvez dire je veux décroître, mais quand même ce que j'ai, je préfère que ça soit décarboné. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui associent le nucléaire à des combats personnels. Le nucléaire, c'est là, enfin, c'est un outil pour produire de l'électricité, et on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. C'est peut-être le jour où ce sera synonyme de compétence et de création d'emplois que le curseur de l'opinion publique bougera réellement. Les Français savent, alors, ils savent que le nucléaire est une industrie nationale. Ils reconnaissent ça, et ça, c'est un facteur très important, un facteur très positif. Très bien, merci beaucoup. Louis Gallois. Alors, avant qu'on attaque la feuille de route sur les outils, les priorités, une petite question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Bernard Accoyer tout à l'heure, que c'est quand même un facteur aussi de niveau de vie? C'est mon président, je suis évidemment d'accord avec lui. Mais encore. C'est une question hiérarchique. Non, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord sur ce point. Pas de problème. Nous avons... ce qui m'intéresse dans ce que j'entends, c'est que le vent tourne. Et qu'il faut que nous... Prenions le train en marche. Faut y aller, le vent tourne et qu'il faut que nous entretenions ce mouvement. Alors, comment on démarre pour marcher avant de cavaler? Il faut faire du nucléaire un débat public. Il y a une campagne présidentielle, ça peut être un élément. Je crois que c'est d'ailleurs un des objets aussi bien de CRME que de PNC, c'est de porter ce débat sur la place publique pour que tout le monde puisse exprimer son opinion. Et comme le disait Bernard Accoyer, une opinion fondée sur des faits concrets, avérés, concrets. Il y a un problème que nous devons résoudre, je n'ai pas encore commencé mon topo, hein. Il y a un problème que nous devons résoudre, c'est celui des déchets. Parce que les gens ont peur qu'on les enfouisse.
Mais d'abord, il faut expliquer que dans le monde entier, tout le monde se prépare à les enfouir. Les Américains ont déjà commencé. Les Suédois y pensent. Les Japonais, bien sûr. Les Allemands eux-mêmes. Donc, et que la solution de l'enfouissement, elle est infiniment meilleure que celle qui conduirait à laisser les déchets sur la surface terrestre. Et que lorsqu'on enfouit dans des couches d'argile qui n'ont pas bougé depuis 150 millions d'années, et où il n'y a pratiquement aucune circulation d'eau, on ne prend que pratiquement beaucoup moins de risques que sur la moindre usine chimique dans notre pays. Donc je pense que nous avons à expliquer les choses telles qu'elles sont. J'en reviens à mon propos peut-être. Votre feuille de route. Voilà. Pour démarrer, pour marcher avant de cavaler. La résonance du nucléaire, d'un programme nucléaire ambitieux, c'est la condition de la réindustrialisation de la France. C'est absolument vital, pour 2 raisons. La première, c'est que l'industrie nucléaire française, c'est une très grande industrie. C'est une industrie de rang mondial, et c'est une des 2 seules filières technologiques où la France est au premier rang dans le Leadership. monde, avec l'aéronautique, que nous maîtrisons de A à Z. Tout le cycle du combustible, tout le type de réacteurs, bien sûr les réacteurs type EPR, et j'espère que le PR2 va se simplifier par rapport à l'EPR1 que nous devons aux Allemands, là c'est largement quand même, hein, il faut le rappeler, mais nous avons fait des réacteurs à neutrons rapides, nous avons travaillé là-dessus, j'ai moi-même financé comme commissaire général à l'investissement le programme Astrid, dont je regrette qu'il ait été arrêté. On me dit qu'il est suspendu, pas totalement arrêté, qu'on regarde s'il y a d'autres options qui sont possibles. Très bien. Enfin, je souhaiterais qu'on continue à travailler. Sur les petits réacteurs, on n'a pas fait des SMR, mais on a fait des réacteurs, on a été capable de miniaturiser des réacteurs pour les rentrer dans un sous-marin nucléaire. Moi, j'ai vu des sous-marins nucléaires dont je connais la taille. J'ai même descendu à 300 mètres de profondeur dans un sous-marin nucléaire. Donc je vois la taille. Comment on a réussi à faire un réacteur nucléaire qui n'a rien à envier à celui que les Russes mettent sur des barges. Solution fort intéressante d'ailleurs. Donc je crois que nous avons la maîtrise totale de cette filière, et j'y ajoute, anecdotique, mais ITER est sur le sol français. J'ai visité ITER, je vous conseille d'aller le visiter. C'est extraordinairement impressionnant. Alors on ne sait pas, c'est un pari extraordinaire. Mais si la fusion devient la solution de la fin du siècle, eh bien la France aura sur son sol le laboratoire qui aura permis de le développer. Et tout ça, c'est un acquis non mesurable. C'est une filière qui entraîne toute la technologie. J'entendais M. Salah, le directeur de la recherche d'EDF, nous dire que l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, tout ça est entraîné par le développement de la recherche nucléaire. Donc je pense qu'il faut que nous soyons... Il faut que les Français prennent conscience de ça. Ils ont une perle, ils ont un diamant, et j'aurais pu dire la même chose de l'aéronautique, je l'ai dit dans le passé. Oui. Je ne me redis pas, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait impressionnant. Cette industrie nucléaire, elle a besoin d'un programme à long terme. Elle a besoin d'un programme à long terme, d'abord pour les effets de série que Madame évoquait. Il est évident que le PR de Flamanville ne peut pas être pris comme référence en matière de prix. En matière de coût du nucléaire, c'est un laboratoire d'essai. C'est une tête de série. Et j'allais dire en plus un centre d'apprentissage, notamment sur la métallurgie et le contrôle qualité. On réapprend beaucoup de choses qu'on avait perdues, parce qu'il y a eu de la perte de savoir-faire. On en parlera tout à l'heure, oui. Je ne dis pas une perte de connaissances technologiques, mais une perte de savoir-faire. Et je pense qu'il faut qu'on le rattrape. Donc si on veut reconstituer des effets de série, si on veut, qui permettront de baisser de manière drastique le coût de l'électricité nucléaire, si on veut reconstituer les compétences, et surtout si on veut attirer les meilleurs ingénieurs dans le nucléaire, parce que c'est ça, c'est un enjeu décisif, ça. C'est qu'à la sortie des grandes écoles d'ingénieurs, ils aillent dans le nucléaire. Mais comment on fait justement? Alors, pour ça, il faut... Pour que ces jeunes d'abord les convaincre que le nucléaire,
c'est un joyau pour la France et qu'ils en ont d'une certaine manière la responsabilité. Et deuxièmement, que c'est une carrière que l'on pourra développer sur un nombre d'années suffisamment considérable. Donc il faut qu'il y ait une perspective à long terme. Il faut qu'ils aient le sentiment que le pays est derrière cette filière. Parce qu'aujourd'hui, pour que ça attire. Aujourd'hui, ils ont plus envie d'aller chez Safran, Thales, voire Metaverse ou que sais-je. Et Airbus. Mais enfin, bon, ouais. accessoire. Bon. Je vous laisse le dire. Bon, mais bon. Alors, je crois d'ailleurs que sur cette question des compétences et de l'état de la filière, il y a des doutes qui s'expriment. On dit, oh là là, la filière n'a pas travaillé depuis 20 ans ou 30 ans. Elle ne sait plus faire des réacteurs ou elle les fait mal. Regardez Flamanville, etc. EDF le dit même, l'avoue. Bon. Moi, je souhaiterais qu'on fasse un examen un peu précis de cette situation. Non pas pour dire que tout ça est faux, mais pour dire exactement sur quoi il faut que nous nous améliorions. Je rappelle qu'en 1974, lorsque Mesmer a lancé son plan, on ne partait pas de zéro, mais on ne partait pas de la situation actuelle. On était beaucoup plus loin de la situation actuelle. Et que moi, quand je suis arrivé comme directeur de cabinet de Chevènement à la recherche de technologie, on faisait 6 réacteurs par an. 6 réacteurs par an à ce moment-là. Donc, je crois que... Et entre 1974 et 1981, il y a 7 ans. On a donc été capable de bâtir une filière nucléaire en 7 ans. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant à la deuxième raison pour laquelle il faut une relance nucléaire. C'est parce que l'industrie française ne se reconstruira pas sans le nucléaire. Actuellement, nos capacités de production électrique sont justes. Pratiquement 1 jour sur 2, nous sommes déficitaires actuellement. Donc, et nous importons donc de l'électricité, ce qui est un peu un comble pour nous. L'industrie va passer à l'électrique. Le rapport Pellata, je regarde mon papier, sur le transport, c'est 170 à 200 TWh. C'est-à-dire quelque chose qui va être un saut énorme par rapport aux consommations actuelles. La sidérurgie va passer à l'électrique, soit aciérie électrique, soit parce qu'on craquera le Fe2O3, l'oxyde de fer, avec de l'hydrogène, et plus avec du coke. Et donc, on aura besoin d'électricité pour fabriquer cet hydrogène. À moins qu'on aille le chercher dans le gaz, mais je crois que nous sommes tous en train de regarder l'hydrogène vert. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Le patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, me disait que Saint-Gobain est en train de passer à l'électricité. Alors, j'ai bien aimé votre formule. Il faut faire des économies d'énergie, mais ça va entraîner plus d'électricité. Donc on a un besoin. Alors le rapport le plus élevé du RTE, c'est je crois 740 TWh. Moi j'ai entendu M. Jean-Bernard Lévy, qui est quand même une petite compétence dans le domaine, dire 900. Alors est-ce que ça sera 735 ou 740 ou 900 ? Je rappelle qu'actuellement on est à 470. Donc il y a une progression qu'il va falloir gérer. Et cette progression, je ne vois pas comment on pourrait la gérer sans un programme nucléaire bien plus ambitieux que les 6 qu'on s'apprête à lancer. Il faut lancer les 6. Mais je pense qu'on ira au-delà. L'industrie, elle a besoin... j'allais dire, l'industrie, elle ne peut pas fonctionner avec des éoliennes. Désolé. Elle a besoin d'une électricité stable, c'est-à-dire de grande qualité. Elle a besoin d'une électricité abondante. Elle a besoin d'une électricité compétitive, dont elle sache le prix à l'avance. Je vais revenir sur ce point. Et elle a besoin d'une électricité qui ne dépende pas des autres. Parce que l'énergie, c'est vital. C'est la base de l'activité, l'énergie. Et s'il y a un domaine où la souveraineté française doit s'exprimer, c'est dans le domaine énergétique. J'en ai quelques autres à l'esprit, mais celui-là, il est clair.
Alors, quelles sont les conditions de la réindustrialisation nucléaire? D'abord, je pense qu'il faut regarder en Europe ce qui se passe. Il y a cette discussion sur la taxonomie. Je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais moi, je suis très, très inquiet. Et je partage cette inquiétude avec Bernard Accoyer. On est en train de nous embarquer progressivement dans l'idée que la France et l'Allemagne trouveraient un mina-mina, un compromis où le gaz et l'énergie nucléaire seraient des énergies de transition. D'abord, je rappelle que le gaz émet 70 fois plus de CO2 que l'énergie nucléaire. Et d'autre part, ce sont deux industries, le nucléaire et le gaz, complètement différentes. Le nucléaire, c'est sûr, on investit pour 40-60 ans. On amortit les centrales sur 40 ou 60 ans. Une énergie de transition sur 60 ans, mais ça n'a aucun sens. Les financiers vont dire, mais moi je ne fais pas un plan à 60 ans de financement sur 60 ans si c'est une énergie de transition. Pour le gaz, c'est complètement différent. On n'est plus du tout dans les mêmes échelles de temps. Donc le gaz va se satisfaire d'être une énergie de transition. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudra du gaz pendant cette période. Je pense même qu'il en faudra. Mais c'est une énergie de transition, le gaz. Il faut être conscient. D'autre part, on voit bien les méfaits du gaz actuellement. D'abord, sur le plan politique, je ne suis pas absolument sûr que la dépendance vis-à-vis de la Russie, je datais un peu, de la Russie, soit la panacée que l'on nous promet. Je pense que l'Allemagne devrait y réfléchir à deux fois, cette affaire. Je crois d'ailleurs que les Américains y réfléchissent pour les Allemands. Mais bon, mais je crois que c'est une vraie question. Et d'autre part, je vais y venir, je voudrais en dire un mot. Là aussi, c'est une question européenne. On ne peut pas travailler avec le marché de l'électricité tel qu'il fonctionne actuellement. Sinon, nous allons construire un parc nucléaire qui sera utile pour le reste de l'Europe et qui n'entraînera pas de baisse du coût de l'électricité en France. C'est quand même le paradoxe. Qu'est-ce que vous recommandez justement sur ce point? Tant que ce marché de l'électricité en Europe sera entièrement dépendant du coût marginal du dernier kilowattheure produit, qui est habituellement du gaz, l'électricité sera accrochée, le marché de gros de l'électricité sera accroché au marché de gros du gaz. Or, le marché de gros du gaz, il ne peut être qu'à la hausse. Et le paradoxe, c'est que nous avons les moyens de notre indépendance énergétique hors le gaz, et que nous allons dépendre du gaz si nous restons dans un marché tel qu'il fonctionne actuellement. Je me pose même des questions sur l'interconnexion, parce que ça mérite d'être regardé d'assez près. Est-ce que cette interconnexion ne fait pas au bénéfice notamment des Allemands? Des Allemands. Donc, je crois que il y a une question absolument décisive, c'est cette transformation du marché. Et moi, sur ces deux sujets, taxonomie et marché du gaz, je souhaiterais que la France adopte une attitude assez ferme. Je citais avec Xavier, nous étions compères à la direction du Trésor, donc nous nous connaissons depuis longtemps. Je citais le précédent du compromis de Luxembourg, quand le général de Gaulle a fait la chaise vide à Bruxelles parce qu'il refusait les conclusions du rapport Einstein. À juste titre, d'ailleurs. Enfin, alors ça, il les a refusés. L'Europe, elle a été obligée d'aller à un compromis. Il a été obligé d'aller à un compromis. Et je pense que nous avons... c'est un sujet suffisamment vital pour notre pays, au-delà même de l'industrie, suffisamment vital pour notre pays, pour que ça mérite que nous ne fassions pas des compromis qui seraient des compromis de caractère diplomatique. Compromis, il y a toujours des compromis dans la vie politique, mais pas des compromis de caractère diplomatique. Il faut que nous allions vers un compromis qui préserve ce patrimoine essentiel de la France. Est-ce que le politique vous entend là-dessus?
Pardon ? Est-ce que le politique vous entend là-dessus? Bien, écoutez, Parce que j'imagine que vous en croisez pas mal. Le politique que nous avons interrogé, Ouais. et Bernard Accoyer écrit de très belles lettres, qui d'ailleurs, dont la dernière est publique, Monsieur sur Crédit, ce ouais. sujet, et qui sont... j'ai co-signé la dernière, donc je peux la citer. J'espère que le politique nous entendra. Je n'aurais pas à le dire, mais je crains un tout petit peu le fait que nous ayons la présidence. Parce que quand vous êtes président de l'Union européenne, vous êtes obligé de chercher les compromis qui vous permettent à chacun d'y trouver son compte. Et je ne voudrais pas que la nouvelle coalition allemande, dont on connaît la configuration, ne nous pousse à accepter des choses que nous ne devrions pas accepter. Alors j'en viens quand même, je n'ai pas tout à fait fini. Non, il y a la gouvernance. J'en viens à la que vous gouvernance. préconisez. À la gouvernance vous avez tout à fait raison, la gouvernance de cette affaire. Moi, j'ai 3 piliers. Le premier, c'est qu'il faut un ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de la Recherche technologique. Hein, il faut... L'énergie a une composante environnementale, c'est clair. Et il faut la prendre en compte. Mais ce n'est pas que de l'environnement, l'énergie. L'énergie, c'est ce qui fait fonctionner une société. C'est vital. Donc je pense que cet enjeu doit être rapproché de l'enjeu de la science, recherche technologique, de l'enjeu de l'industrie, et doit se trouver dans une situation dans l'appareil d'État telle que toutes les dimensions puissent être prises en compte de l'énergie. Deuxièmement, je pense qu'il faut une planification de l'effort public, parce qu'on va s'engager sur des durées très longues, et je pense qu'il va falloir planifier l'effort public. Donc, vous avez évoqué le financement, madame. La clé du financement, c'est les conditions du financement. C'est vrai qu'on peut détruire un programme avec les taux d'intérêt. Et donc, il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus. Et quel que soit le programme, d'ailleurs, énergétique que nous mettrons en place, les conditions de financement vont être décisives, mais c'est d'autant plus décisif pour le nucléaire, étant donné, d'abord, l'investissement capitalistique au départ, et deuxièmement, la durée de vie des centrales. Ces éléments doivent être pris en compte, et je crois que c'est tout à fait décisif. Je pense aussi qu'il faut planifier, parce qu'il y a des compétences à organiser, il y a de la recherche à mener. Tout ça doit être fait dans l'ordre. Et je crois qu'il faut aller vers une nouvelle programmation électrique. On ne peut pas rester avec la PPE que nous connaissons. Elle est complètement dépassée, d'ailleurs. Donc il faut une planification, je n'hésite pas à utiliser le terme, parce que je pense qu'il correspond très très bien à ce secteur. J'ai même l'idée de la... Vous savez, moi je suis marqué par l'exemple coréen. Corée du Sud, pas Corée du Nord. Bon. Et je vois comment les Coréens, qui ont une économie libérale, l'économie coréenne complètement ouverte, c'est un pays de la taille de la France à peu près, ils sont 50 millions, des 66 millions, et c'est un pays qui a mis en place des outils de planification qui mobilisent l'effort public et qui permettent aux acteurs privés d'avoir des références. Il ne s'agit pas de planifier l'effort des acteurs privés, il s'agit que l'État sache où il va. Et que lorsqu'il s'est fixé une direction, de manière démocratique, je suggère qu'il y ait des commissions permanentes à l'Assemblée nationale et au Sénat qui puissent suivre ces efforts de planification. Je crois qu'une fois qu'on a fixé, il faut s'assurer que cela est suivi. Oui, parce qu'on... Les Coréens, ils ont un conseil du plan qui se réunit chez le président de la République. Nous avons un conseil de défense sur la santé. Pourquoi pas sur le nucléaire? Je ne serais pas opposé à ce qu'il y ait un conseil de défense sur les sujets que nous évoquons aujourd'hui, qui sont des sujets aussi vitaux. Je ne veux pas minorer les questions de santé actuellement. Hein, mais, on a beaucoup parlé cet après-midi de l'enjeu au niveau local. Comment vous intégrez le maillage territorial là-dedans? Écoutez, les territoires, il faut qu'ils je pense qu'il faut être capable de montrer aux acteurs locaux que la solution qui consiste à dire chacun fait son électricité dans son coin est une solution qui ne fonctionne pas. J'entendais M. Mélenchon,
auquel j'ai évidemment du respect et de l'estime, nous dire qu'on allait mettre le long des rivières des moulins hydroliennes. Bon, je suis désolé, mais va falloir lui démontrer que c'est pas comme ça qu'on va faire fonctionner l'usine d'aluminium à laquelle vous faisiez allusion. Bon, donc je crois qu'il y a... D'abord, il y a cet élément, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire rêver les gens sur le fait que chacun va produire son électricité. Je ne suis pas contre... Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse de la biomasse ou des choses comme ça, pourvu que ça ne se fasse pas au détriment des cultures alimentaires. Hein. Mais il faut raison garder là-dedans. Mais l'argument à avancer, c'est la création d'emplois au niveau local, quand on pense au maire de Cherbourg. Mais évidemment qu'il y a la création d'emplois. Il y a la création d'emplois, il y a le dynamisme économique, il y a l'assurance. Les Bretons n'ont pas voulu de centrale nucléaire. Bon, très bien. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sources d'énergie alternatives. Et moi, je me pose quand même la question. Ils ont bien voulu qu'on leur fasse un réseau d'autoroutes gratuites. M. Marcellin ayant travaillé là-dessus. Mais ils veulent pas de centrale nucléaire. Mais il va falloir leur dire quand même qu'amener l'électricité en Bretagne, ça coûte de l'argent à tout le monde. Hein, bon. Et je pense qu'il faut être capable de montrer ces enjeux. Et je pense, moi, je suis de Montauban, donc près de Golfech. Je peux vous dire qu'à Golfech, il n'y a aucun problème sur le nucléaire. Aucun problème sur le nucléaire. Donc, moi, je crois que là, il y a une capacité de compréhension des élus sur cette affaire et sur le fait que des installations nucléaires qui sont de taille très mesurée, on l'a vu, peuvent irriguer le territoire. Le territoire autour. Et je peux vous dire qu'EDF l'a fait avec une certaine générosité, qu'à voir les salles polyvalentes, les piscines, les ronds-points, etc., autour des centrales nucléaires, et que les élus ne s'en plaignent pas, à ma connaissance. Alors, je n'ai pas terminé sur ma... Pardon. Et après, je crois qu'il y a Fabien Bouglet qui voulait réagir à vos propos. Oui. Je vous en prie. La gouvernance. Il va falloir des opérateurs pour ça. Alors, l'opérateur pour la construction des centrales, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est EDF. Je crois qu'il n'y a pas de contestation. Moi, je souhaiterais qu'on réfléchisse à un opérateur en matière de recherche technologique. Alors, il y a le CEA, mais il y a EDF qui en fait aussi. Et un peu Technicatom. Je rêve. Le Premier ministre m'a dit que je rêvais quand je lui ai proposé ça. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas les faire travailler ensemble? Vous lui avez dit quand? Il n'y a pas tellement de temps, mais c'est une conversation privée à laquelle normalement je ne devrais pas faire allusion. Mais il m'a dit, oh là là, il a peut-être c'est changé pas d'avis. facile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de faire travailler ces entités ensemble. Elles ont l'habitude, elles ont beaucoup de contacts. Mais moi, je pense qu'il faut que nous trouvions en matière de développement technologique quelques grands opérateurs. Et il faut en trouver un qui réunisse toutes les capacités françaises, ou qui soit capable de coordonner toutes les capacités françaises en matière de recherche nucléaire. C'est absolument vital. Et donc, je rêve un petit peu sur ce sujet, mais je pense qu'il va falloir y réfléchir. Voilà, j'ai fini. Merci, Louis Gallois. Fabien Bouglet, vous vouliez réagir, et puis on va peut-être quand même passer un peu la parole à la salle, parce que c'est très riche. Je voulais réagir, en plus c'était un point que je voulais aborder, donc en réaction à ce qui vient d'être dit. Il y a quand même un scandale qui est quand même incroyable par rapport à l'Allemagne. C'est que 45% des exploitants éoliennes appartiennent à des sociétés allemandes. Et l'électricité produite en France est subventionnée auprès d'exploitants qui touchent de l'argent subventionné français pour produire une électricité qui est exportée en Allemagne au tarif du brut. Ça veut dire que l'Allemagne nous vend de l'électricité, 45% de l'électricité d'origine éolienne à tarif subventionné et nous le rachète à tarif du brut. Alors, je voudrais juste dire qu'on parle du financement du nucléaire. Il y a bien sûr les techniques de financement, mais il y en a deux autres, à mon avis, importantes. Il y a, comme l'Allemagne, il faut arrêter de subventionner les éoliennes. Les promoteurs éoliens eux-mêmes ont dit que l'électricité d'origine éolienne était compétitive. Bon, si c'est compétitif, on supprime
toute subvention à l'éolien, selon les rapports Cour des comptes, Commission de régulation de l'énergie et Assemblée nationale, c'est 150 milliards d'euros d'économie. Si on supprime l'éolien, selon les propres chiffres de RTE, le raccordement aux éoliennes, c'est 100 milliards d'euros. On arrive à 250 milliards d'euros. Je rappelle que si on met un EPR dans une centrale nucléaire existante, nous n'avons pas de frais de raccordement, ou à la marge pour juste raccorder, mais on n'a pas... Donc on a une marge de manœuvre immédiate en supprimant les 250 milliards de subventions pour les années qui viennent dans le domaine éolien et pour le raccordement. Et on a une autre marge de manœuvre, à mon avis, qui est importante, qui était justement justifiée par le financement par EDF des énergies renouvelables, c'est le scandale de l'Arenh, où on oblige à EDF de vendre à prix cassé 25% de sa production électrique, supprimant une marge de manœuvre considérable, et je ne l'ai pas évalué, mais de l'ordre de 25% de ses bénéfices. Enfin, on marche sur la tête, il faut supprimer l'Arenh, il faut supprimer les subventions à l'éolien, et de ce fait, on aura des marges de manœuvre considérables pour développer les EPR qui n'auront pas besoin de frais de raccordement. Donc c'est tout à fait vertueux de faire un grand plan massif de nucléaire en France en arrêtant définitivement les énergies renouvelables intermittentes qui, comme je l'ai dit précédemment, ne servent à rien. Donc l'avenir nous appartient en matière nucléaire. Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Je vous vois, je prends tout le monde. Monsieur, je vous ai vu aussi. Je vais faire là, devant, là-bas. Merci et là-bas. bien. Donc, Christian Géraudel, ingénieur, nul n'est parfait, mais membre de PNC. Je voudrais vous soumettre une réflexion. J'admets les sifflets et j'admets qu'il n'y ait pas de réponse. Je pense que, compte tenu de ce que le gouvernement actuellement est coincé entre l'opinion publique qui bouge, et c'est ce qui me donne de l'optimisme, de l'autre côté, Bruxelles, avec la taxonomie. Alors, je voudrais donner un crédit de confiance actuellement au gouvernement, et je pense qu'il faut l'aider, parce que le discours de notre président, qui a été jugé par beaucoup comme trop modeste, pas assez courageux, etc., et je suis d'accord qu'il faut être volontariste, mais n'est-ce pas une transition ? C'est-à-dire que s'il avait annoncé tout de suite qu'il fallait 900 gigawatts et 56 centrales nucléaires, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un front qui aurait fait régresser le mouvement en cours ? Merci. Bernard Accoyer, pardon, vous voulez répondre ? Oui, je vais répondre parce que j'ai oublié d'exposer ce qui s'était passé depuis 2017. Depuis 2017, on a arrêté Astrid, alors qu'il eût fallu une loi, parce que le programme Astrid relevait de la loi. C'est un abus de pouvoir. Depuis 2017, alors que François Hollande avait conditionné la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim au raccordement de Flamanville 3, on a fermé les 2 réacteurs de Fessenheim qui manquent cruellement quand on en a besoin, et on importe de l'électricité carbonée allemande. Depuis 2017, on a repoussé la mise en chantier, le démarrage du dossier, puis de la construction des EPR2, alors que le rapport d'Escata, qui avait été commandé par ce gouvernement, avait recommandé de lancer sans tarder ces réacteurs. Donc il y a eu effectivement, à partir de la fin 2020, une évolution dans le discours, sans écarter néanmoins l'hypothèse complètement utopique du 100% renouvelable en 2050. C'est dû en même temps. Et il n'y a à ce jour, il n'y a aucune décision positive, que des décisions négatives. Donc, bien sûr qu'il faut saluer l'évolution dans le discours, c'est déjà un pas, mais ça ne suffit pas. Et chaque jour qui passe, c'est aussi la stratégie des antinucléaires, de repousser. On perd les savoir-faire, les taux d'intérêt vont remonter, on met le mur des 50% dans le mix, 50% de nucléaire, d'abord c'était en 2025, après c'est en 2035, puis maintenant c'est en 2050. En fait, ils s'accrochent à ces 50% parce qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a aucun fondement rationnel, aucun fondement scientifique dans ces perspectives. Et c'est ce que je reproche à une institution telle que RTE, dont vous vantez tous la qualité des travaux, mais enfin bon, les équipes sont excellentes. Ce que je dis, c'est que la communication n'est pas bonne. Et que RTE n'est pas là pour décliner des objectifs politiques qui ont été fixés au doigt mouillé, et j'assume mes propos, parce que c'est ce qui se passe. Le monsieur au fond de la salle, et si
Si on pouvait apporter des micros dans cette zone-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis Claude Nicolet, élu à Dunkerque, d'opposition, j'y tiens. Membre de PNC, mais également du collectif Vent des Mers. Donc, comme ça, je pourrais répondre à ma piste tout à l'heure. Oui, je ne vous cache pas que je bois du petit lait depuis le début de ce colloque, parce qu'effectivement, d'abord, ça fait du bien d'entendre ce que nous entendons, et parce que je pense que dans la période qui s'ouvre, c'est-à-dire de la campagne des élections présidentielles, bien évidemment, Monsieur Gallois a fait allusion tout à l'heure, à juste titre d'ailleurs, à la présidence française de l'Union européenne, qui nous échoit jusqu'au mois de juin. Mais dans ce temps-là, il y aura eu et l'élection présidentielle et l'élection législative. Alors j'aurais tendance, Président Accoyer, à rejoindre votre saine colère, parce que je crois que c'est maintenant qu'il faut pousser les feux, absolument, impérativement, parce qu'on sait bien que dans la politique, on ne gagne rien si on n'engage pas un rapport de force clair, net et précis. Alors moi j'ai l'occasion de le vivre sur le terrain à Dunkerque, parce qu'on aura le parc éolien avec les plus grandes éoliennes du monde, 300 mètres de haut, la Tour Eiffel, 46 sur 50 km², pour un parc de puissance installée de 600 MW, c'est-à-dire rien du tout. Alors que dans le même temps, vous y avez fait allusion, puisque Dunkerque a été cité à plusieurs reprises cet après-midi, nous avons un tissu industriel dont l'identité relève précisément de la capacité de produire une énergie bon marché, sûre, avec la centrale nucléaire de Gravelines, la plus importante du monde, 6 réacteurs de 900 MW. Et effectivement, personne ne remet en cause la présence du nucléaire sur le littoral dunkerquois. Bien évidemment. Donc il y a là des enjeux qui sont des enjeux déterminants, qui fixent, vous avez évoqué Aluminium Dunkerque, un réacteur de 900 MW tourne exclusivement pour faire fonctionner l'usine d'aluminium Dunkerque, ce qui permet d'avoir effectivement la tonne d'aluminium la moins carbonée au monde. Or, et je voudrais aussi intervenir là-dessus, la DG Concurrence, on parle de la présence de l'Union, mais la Commission européenne, la DG Concurrence, nourrit en son sein de véritables idéologues de la concurrence libre et non faussée, en dehors de laquelle ils n'imaginent rien, ni aucune stratégie industrielle possible. Et les électro-intensifs que vous connaissez bien, parce qu'en Savoie, en Haute-Savoie, il y en a beaucoup, les électro-intensifs sont obligés de livrer des batailles acharnées en permanence pour pouvoir avoir accès à un marché de l'électricité suffisamment bas pour qu'ils puissent continuer à fonctionner et avoir des prix compétitifs. Donc Merci. Je suis intimement convaincu que c'est aujourd'hui qu'il faut mener le débat sans aucun esprit de recul. Merci de ce témoignage, monsieur. Et il y a des questions par ici, si vous pouviez apporter les micros. Bonjour, monsieur, Jean-Pierre Pervès, également PNC. Oui. Tout d'abord, je suis très content de ce que j'ai court, entendu. S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'exprimer. Oui, je suis très content de ce que j'ai entendu. Alors, je voudrais quand même faire une petite alerte. Je crois que quand on va mener une bataille, il faut regarder ce que l'adversaire pense. Et c'est sur cette base qu'après ça qu'on peut progresser. Alors, je voudrais souligner 2 points. Le premier, il y a ce projet européen assez extraordinaire. Vous vous rappelez qu'on a diminué d'à peu près de 20% nos rejets de gaz à effet de serre depuis 30. L'objectif, c'était 40% en 2030 et c'est maintenant 55%. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a derrière ça ce qui a été dit tout à l'heure. Le nucléaire, c'est trop tard. Et derrière ça, vous avez la manœuvre allemande, vous avez la manœuvre autrichienne, luxembourgeoise et autres, qui consiste à dire il faut qu'on ait un objectif très très haut en 2030, parce que le nucléaire ne sera pas là, donc il faut que ce soit renouvelable, donc il va falloir faire plein de renouvelables, c'est ce que viennent de déclarer les nouveaux gouvernements allemands. Donc derrière ça, qu'est-ce qui est en train d'apparaître ? Il est en train d'apparaître qu'avec 55%, c'est beaucoup de NR intermittentes, ce sont les seuls qu'on a, c'est beaucoup de gaz, et une fois qu'on aura fait cet investissement, à ce moment-là, le nucléaire, il arrivera s'il peut, mais tant pis. Donc il faut déjà lutter très fermement contre les 55%, et en particulier, il faut défendre le fait qu'en France, on n'a pas besoin du 50% parce qu'on a déjà une très bonne électricité décarbonée. Ça, c'est la première alerte. L'alerte, elle est européenne. La deuxième alerte, elle est française, c'est que si j'entends
2032 pour le premier réacteur qui fonctionne. 2032, c'est dans 11 ans. On entendait il y a seulement un mois qu'il fallait attendre 2040 pour le premier réacteur ou 2035, parce que c'était compliqué. Derrière ça, il y a des lois, il y a des obligations. Je rappelle qu'il y a une contrainte aujourd'hui qui s'appelle le 63,8 gigawatts maximum. Si la loi ne saute pas, on ne peut pas démarrer. Je rappelle les 40%, je rappelle les 50%, je rappelle les 14 réacteurs qui veulent s'arrêter. Tout ça sont des choses qu'il faut interrompre tout de suite. Pas attendre 2023 la future loi et attendre 2024 la future PPE. C'est maintenant qu'il faut le décider. Entendu. Monsieur au fond de la salle aussi, et ensuite devant. Et on va prendre 2 questions après, et malheureusement, on sera obligé de conclure. On a déjà dépassé les... Ça marche. Oui, Oui. Yves Métayer, je suis un vieux retraité d'EDF. En 1975, je n'étais pas dans un cabinet ministériel, j'étais ingénieur de démarrage à la centrale du budget et je travaillais dans un Algeco. Est-ce que je peux juste témoigner du fait que, effectivement, le capital de connaissances qu'on avait à l'époque était infiniment inférieur à celui qu'on a maintenant. Bon. Je rajouterai un deuxième bout de témoignage, c'est qu'après avoir fait de la maintenance, il y a un truc qu'on oublie, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le grand carénage. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire finalement nos réacteurs, et j'ai l'impression que c'est largement aussi compliqué que d'en construire un neuf. Autrement dit, là aussi, je voudrais m'inscrire en faux devant un peu une sorte de pessimisme, voire de défaitisme sur la capacité de notre système à construire des nouvelles centrales. Je voudrais... Non, je suis désolée. Monsieur ? Oui, en fait, c'est pas une question, c'est une demande, c'est un souhait. Là, c'est bon ? Oui, c'est pas une question, c'est un souhait, c'est une demande. Ce que je constate, donc je suis Pierre-Manuel Picard de Vendée-Mer, donc j'habite dans la Sarthe. Il y a des dizaines et des dizaines de projets d'éoliens. Il y en a de plus en plus. On est complètement encerclé. On sent que ça va arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il y en a plein. Et je pense que par rapport à la population, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose. Les politiques ne changeront pas, ne bougeront pas s'ils ne sentent pas en effet que la population n'a pas changé. Je pense qu'il faut qu'on ait une communication non pas tournée vers nous, là c'est formidable, c'est très bien, évidemment, mais il faut absolument qu'on ait une communication orientée vers la population, vers le français moyen, on va dire. Enfin, voilà. Je pense que c'est un impératif, on doit absolument travailler le plus vite possible à ça. Ce que je constate, c'est les arrêtés préfectoraux, les lettres de cadrage de Pompili, les jugements de la Cour d'appel, les actes du Conseil d'État, ils font tous référence à la nécessité du développement durable, de l'urgence du développement durable. Le nucléaire est encore relégué au mix ou à une solution par défaut, mais dans la tête de la plupart des politiques, des administratifs, du préfet, on voit dans tous les textes, développement durable, c'est urgent, c'est urgent. Et donc ça, il faut impérativement qu'on change cet état d'esprit. Et donc je pense que, Monsieur Gallois, on a aussi parlé, le schéma, chaque région fait son électricité, c'est un schéma dominant, chaque région, chaque département, chaque commune, il faut absolument mettre dans la tête des gens qu'il y a un autre schéma bien meilleur. Il faut vraiment faire évoluer ça. Et je pense qu'ils se sentent bien investis de cette mission. Oui, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble quelle communication adresser. Parce que ce n'est pas la communication du CRME pour l'auditoire d'aujourd'hui. Il faut une autre communication. Je suis navrée, on est obligé de clore. On me demande de clore. On va prendre une dernière question au fond de la salle. Monsieur, et oui. Après, je suis désolée, c'est terminé. Oui, donc Julien Lambert, donc, de la Fédération Minénergie CGT. Donc, j'ai pris à cœur les 3 ateliers qui a eu lieu cette journée. Et bien évidemment, par rapport à ce qui est abordé, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les scénarios RTE, on s'est exprimé clairement par rapport à ce sujet-là, où aujourd'hui, dans le scénario, on trouve que la consommation sur la part d'électricité, malheureusement, elle est assez faible, même si aujourd'hui, elle a été révisée à la hausse par rapport à la première étude. Et donc, c'est vrai que pose la question aujourd'hui du mix énergétique et la question du nucléaire tel que ça a été posé dans le débat. Alors, par rapport à ça, je poserai 2 questions parce que je ne pourrais pas argumenter où aujourd'hui notre fédération porte évidemment la maîtrise publique, le service public, la sécurité d'approvisionnement parce que ça a été évoqué dans le débat. C'est aujourd'hui la question sur l'Europe
avec le 4e paquet, parce que ça a été évoqué juste un peu avant, sur la volonté pas que de décarboner, mais aussi de développer les énergies renouvelables à hauteur quand même de 40%, ce qui fait quand même que ça met en opposition nos filières. Et donc, comme on l'a bien dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence à avoir programmé et à lancer le nucléaire. Notamment, il y a eu Panly, parce que d'ailleurs, ça a été évoqué aussi dans la salle. Et donc, la question est, est-ce qu'on ne peut pas faire un moratoire et aussi faire en sorte de peser dans la révision de la programmation pluriannuelle d'énergie qui va commencer, parce que d'ailleurs, dans le prochain trimestre, la révision va être en cours, autant sur le schéma national bas carbone que sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, où là aussi, ça peut être des leviers d'intervention par rapport à cette question qui aujourd'hui est posée, où là-dessus, la fédération, elle est clairement pour vraiment le relance du nucléaire, et même elle estime qu'aujourd'hui, qu'elle est assez faible, même, parce que par rapport à aujourd'hui, ils disent 6, mais la Cour des comptes dit x4 déjà par rapport à ça, et vu les débats qu'on a et vu les besoins qu'il y aura dans l'industrie et dans le transport, je pense que la question, elle devrait être revue à la hausse. Merci. Merci. Louis Gallois, vous voulez répondre? Vous voulez répondre à cette idée de moratoire ou non? Ont été évoqués par monsieur sont évidemment des points très importants. Moi, je pense qu'il y a une pression qui s'exprime à travers la Commission, mais qui est certainement très instrumentée par le bloc des pays hostiles, pour qu'il y ait des chiffres sur la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique au niveau européen, qui nous place dans une situation extrêmement difficile. Et je pense qu'il ne faut pas accepter ces chiffres. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Merci à tous les intervenants cet après-midi et à la qualité de vos interventions. Et je passe la parole à Xavier Moreno.